La première partie de cette matinée est intitulée « Un peuple, une nation, une réalité ». Jaco Grunewald, rabbin, je crois qu'on ne peut même plus le présenter parce qu'il est connu de toute notre société francophone à Jérusalem et en Israël et à Tel Aviv. Jaco Grunewald est né à Strasbourg, rabbin, journaliste, écrivain, ancien directeur de Tribune Juive, Léa Marcoux ayant été une de ses proches collaboratrices et très grande amie. Jaco Grunewald est aussi connu, outre ses cours de pensée juive, par son humour décapant et ses billets d'humeur. Notre ami maître Léon Rosenbaum, avocat notaire, a fait son alias en 1976, a monté son cabinet d'avocat en 1979, écrivain, journaliste, il publie assez régulièrement des billets dans le journal Actualité juive, aux côtés de notre amie Pascale Zonsheim, longtemps consultante juridique au cabinet d'avocats de Léon Rosenbaum. Je vous en prie, je vais quand même vous dire très rapidement quelques mots concernant notre troisième intervenant, qui est le Rav Chaim Dinovitch, qui viendra donc vers 10 heures. Le Rav Chaim Dinovitch a réalisé son Elia au début des années 90. Aujourd'hui, il est directeur de l'Institut K.E.T. Mar, un centre d'études de la Torah, du sionisme et de la Kabbale à Jérusalem. Cet institut vient en aide aux familles où la mère est seule parente pour diverses raisons. Le Rav donne de nombreux cours à domicile, dont celui le lundi matin chez notre regretté Pierre Cahin, grâce à notre amie Liliane, qui, en souvenir de son époux, ouvre sa porte tous les lundis matins. Ses cours sont aussi retransmis par Internet, par les réseaux sociaux et par Facebook. Voilà, je passe la parole à nos deux intervenants et Behatzlacha, merci à vous. Merci, ma chère présidente. Monsieur le rabbin, je suis très flatté de vous voir ici. Bien sûr, le docteur Kahn, souvenir. Mais je voudrais surtout dire un mot. Je voudrais dire surtout un mot pour Léa, m'associer à ce qui a été dit, et dire à mon ami Pierrot que je le bats. Je le bats dans dans cet environnement Léa, Sandler, Marcoux, parce que nous, Léa et moi, nous avons passé notre enfance ensemble pendant la guerre. Elle au deuxième étage, ou au troisième, ou au deuxième, ou je ne sais plus très bien, dans une petite ruelle, la rue Gagnol à Limoges, où ses parents avaient ouvert une cantine cachère, un restaurant cachère, et vous savez ce que ça veut dire pendant la guerre. Nous étions là ensemble, nous lisions les mêmes livres, nous jouions les mêmes jeux, et puis ensuite, tu l'as dit, elle nous a rejoints à Tribune Juive, nous l'avons retrouvée ici. Je n'ai jamais pu comprendre comment autant de malheurs pouvaient s'abattre sur une même personne. Il est vrai que dans ce domaine-là, le peuple juif est spécialiste. Je dois vous parler de Am Israël, le chant d'Israël, et on me demande de me modérer. Voilà, donc si on a Am Israël et le chant d'Israël, la question se pose immédiatement, qui fut à l'origine de quoi? Est-ce que c'est une langue finalement qui fut à l'origine du peuple
qui s'est peu à peu formé? Est-ce que c'est le peuple qui a inventé sa langue? Et qu'est-ce que c'est que le Lashon Israël? Parce que c'est très intéressant qu'on me demande, on ne me dit pas ivrite, on ne me dit pas hébreu, on me dit le Lashon Israël. Qu'est-ce que c'est que le Lashon Israël? Alors, je remarque simplement, et pour passer très très rapidement au point de vue historique, que dans le Tanakh, que dans la Bible, eh bien, ce que nous parlions, ce que nos ancêtres parlaient, s'appelait Yehudit. Alte daber imanu Yehudit. Et puis, nous avons également Medaber Ashdodit. Est-ce que Yehudit était la langue spécialement des gens de Yehuda? Est-ce que Ashdodit était la langue de ceux qui habitaient du côté d'Ashdod? Et puis nous avons également Canaan, Medaberot Sefat Canaan. Et puis nous savons que dans les livres, surtout dans les livres Daniel, Ezra, etc., eh bien nous avons des passages entiers en araméen. Donc il n'est pas aussi immédiat, clair de dire, bon ben voilà, le Lashon Israël ivrite, et vous avez donc très bien fait ici de dire le Lashon Israël. Et nous avons aussi le mot mevinim. Il y avait ceux qui étaient les mevinim, ceux qui comprenaient, ça signifie qu'il y en a tout un tas d'autres qui ne comprenaient pas. Et c'est parfaitement compréhensible, ou plutôt il est totalement incompréhensible comment les prophètes ont pu tenir les langages qu'ils ont tenus en s'adressant au peuple avec un vocabulaire d'une richesse extraordinaire. Ça signifiait donc qu'au temps des prophètes, les Juifs de façon générale ou les Hébreux, ils comprenaient le langage des prophètes, puisqu'on s'adressait au peuple. Et c'est là un phénomène extrêmement intéressant, important, et pour lequel je crois qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour le moment. Je ne sais pas s'il y en aura un jour. Alors les patriarches, nos patriarches, on sait qu'ils parlaient, eux, une langue différente des Égyptiens, puisque Jacob est descendu en Égypte. Et là, on voit comment savoir la correspondance, parce que nous avons Yosef, qui est appelé Eved Ivri, hébreu. Et là apparaît, nous avons le petit Moshe qui est découvert dans le berceau et qui est Miyaldé à Ivrimze. Il fait partie des enfants hébreux. Et là, donc, apparaît ce qu'on va dire l'ivrite. Et pour aller très très vite, l'ivrite, eh bien, nous fait immédiatement penser à Eliezer ben Yehuda, puisque c'est la figure, mais ce n'est pas la seule, mais c'est lui qui compte, c'est lui dont on parle toujours pour dire qu'il a adapté l'hébreu que nous parlions, l'hébreu de la Bible, de la Mishnah, et il a réussi à en faire une langue qui était vivante, parce que l'hébreu avait cessé d'être une langue vivante. Plutôt, elle était vivante pour ceux qui la lisaient, mais on ne la parlait pas. En tout cas, en terre ashkénaze, on ne la parlait pas, alors qu'en terre séfarade, ce n'était pas le cas. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été séfarade, entre autres pour cette raison-là, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Eliezer ben Yehuda, il s'est mis à l'hébreu. Ça a commencé, on l'a remarqué, dans les prières, lorsqu'il a donné les prières, eh bien, tout à coup, il parlait un peu autrement que les autres gens. Il respectait les accents toniques, il respectait la grammaire. Et puis, il s'est lancé dans l'aventure. Bon, il faut savoir également, parce que nous aimons bien les petits les cocoricots, qu'il a étudié pendant 3 ans à Paris. Eliezer a étudié la médecine, et puis il a dû arrêter parce qu'il était malade.
un homme également que les malheurs se sont abattus sur sa vie personnelle. Et il a dit, eh bien, le peuple d'Israël va renaître en Eretz Israël, et il n'est pas possible qu'un peuple renaisse sur sa terre sans qu'il possède sa langue, sans qu'il possède une langue. Et nous voyons donc la correspondance immédiate. Il est monté en Eretz Israël en 1881, c'est-à-dire 1 an avant ce qu'on appelle à tort la première Aliyah. Et là, il a travaillé d'arrache-pied. Il a également dû affronter des gens qui, eux, ne comprenaient pas absolument, qui ne comprenaient pas qu'il fallait un petit peu enlever au caractère classique de l'hébreu. Nous connaissons tous ces gens-là, ce caractère, y compris Agnon d'ailleurs. Et puis, il a dû se bagarrer pour qu'au Technion, qui était fondé, on ne parle pas une autre langue que l'hébreu. Il a gagné la bataille, et je pense qu'il a définitivement gagné la bataille lorsque, en 1919, il a convaincu Herbert Samuel, le haut-commissaire britannique, que l'hébreu devait être l'une des 3 langues de la Palestine mandataire. En fait, cet ivrite est donc parti de la du Lashon HaKodesh, et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. C'est à partir, et c'était là également l'une des raisons pour lesquelles il y avait une opposition à ce que ce Lashon HaKodesh, la langue sainte, eh bien, se transforme tout à coup en une langue qui était une langue qui pouvait aborder n'importe quel sujet et qui le faisait avec la facilité que l'on comprend. Et lorsque nous sommes alors amenés par cette langue à parler de Am Israël, du peuple d'Israël, je le fais en passant par le Shon Sarfat. Ben oui, on parle quand même en français. Alors, je voudrais noter que, vous savez, c'est Molière qui disait que la grammaire s'est régentée jusqu'au roi, et les faits, la main haute, obéir à ses lois. Eh bien, lorsque on regarde les dictionnaires nous disent qu'un chrétien, ça s'écrit avec un C minuscule, qu'un musulman, ça s'écrit avec un M musulman minuscule, et qu'un juif, ça s'écrit avec un J majuscule. Voilà. Et les dictionnaires vous disent, ben oui, parce que nous sommes porteurs d'un nom depuis l'exil, qui est celui des descendants d'Abraham, peuple sémite. Et c'est parce que nous sommes un peuple que nous nous écrivons avec une majuscule, c'est-à-dire extrêmement embarrassant lorsque on écrit des papiers où on parle des juifs et des chrétiens. Et je dois dire que c'est une règle qu'en conséquence, je ne respecte pas. Voilà. On a parlé des noms de traductrices de Léa, de l'allemand en anglais, de l'allemand en français. Eh bien, le titre, le mot qu'elle devrait nous traduire aujourd'hui, si elle était parmi nous, c'est Judenstaat. Judenstaat, c'était le titre du livre de Herzl. Alors, est-ce qu'il faut traduire Judenstaat par l'État juif ou l'État des Juifs? Eh bien, en fait, on peut traduire comme on veut. Grammaticalement, là encore une fois, on peut traduire comme on veut, mais nous savons que la volonté de Herzl, l'intention de Herzl, c'était l'État juif. Alors, c'est pas
c'est tout simple, c'est tout simple, parce que Herzl lui-même a été amené à revoir les traductions les traductions de son livre en français et en anglais et en français, et qu'il a, lui, traduit l'État juif et puis a Jewish State, n'est-ce pas? Il a corrigé, il a traduit en conséquence, et par conséquent, il faut traduire l'État juif, c'est-à-dire l'État. Nous sommes un peuple un, écrit Herzl tout à fait au début de son livre. Et la traduction, l'État des Juifs, est une traduction qui est une traduction idéologique. Et j'ai relevé il n'y a pas longtemps un article de Ben Dror Yemini qui dit que il montre qu'il y a toute une lutte à ce sujet et que par le passé, Amos Oz disait dans une interview que ça n'existe pas un État juif parce qu'il n'existe pas non plus une bicyclette juive, n'est-ce pas? Shulamit Aloni tenait un langage semblable. Elle disait non, moi je préfère qu'on dise Medinat HaYehudi, mais pas Medinat Yehudit. Et bon, je ne vais pas continuer les citations, c'est pas nécessaire, mais on le remarque souvent, même notre ami Charbit, dans l'introduction qu'il a faite à la Nouvelle Terre-Neuve, n'est-ce pas, le livre de Herzl, sur le roman de Herzl où il montre comment l'État d'Israël doit être l'État pilote dans le monde, l'État juif pilote dans le monde, je dirais presque idéologiquement, il a traduit, il a parlé de l'État des Juifs et ce n'est absolument pas le cas. N'en déplaise d'ailleurs à Napoléon qui lui voulait des Juifs français de confession juive, n'en déplaise à Madame Le Pen, qui, elle, dit non, je parle des Français juifs et pas des Juifs français. Bon, nous voyons très bien ici, en vérité, de quoi il s'agit. Et cette question de peuple est une question qui a beaucoup travaillé. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutenaient l'idée qu'il fallait absolument créer un État juif. Il fallait créer un État juif pour ceux qui étaient dans le malheur, pour ceux qui étaient persécutés, mais pour ceux qui se portaient bien dans les pays d'Occident, disait-il, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un État juif. Et c'est de là que venait l'opposition. Donc cette question de peuple est une question à l'origine, effectivement, du sionisme pratique, le sionisme politique que nous le connaissons, et je crois qu'il est juste ici de rendre hommage à un des, comment dit-on, hiérosélomitains, n'est-ce pas, que nous connaissons bien, et qui est George Weiss. George Weiss a travaillé, qui est dentiste. Il a travaillé pendant 8 années sur Herzl. Et il a sorti une nouvelle lecture de Herzl, Théodore Herzl. C'est un livre qui est apparu chez l'Harmattan. Je crois même qu'il a été traduit en hébreu. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'il a été traduit en hébreu. Oui. Et c'est un livre très important. Il nous montre toute une autre dimension de Herzl. Et il y a de longues pages sur cette question de peuple. Le peuple juif ou le peuple hébreu est né en Égypte. Avant, c'était une famille. Nous étions une famille, nous étions les Béné Yaakov. Et puis, en Égypte, nous entendons tout à coup le pharaon qui dit, alors là, il faut le dire en hébreu, n'est-ce pas? Vayomer el Amo, à son peuple la nuit, Hine Am Béné Israël.
Voilà le peuple d'Israël. Et c'est la première parole antisémite. Première fois qu'on parle d'un peuple d'Israël, c'est une parole antisémite, puisqu'il continue. S'il éclate une guerre, eh bien, ils vont être contre nous. Et à partir de là, nous avons donc une longue histoire. Comment est-ce que nos ancêtres en Égypte, là où est formé ce peuple, eh bien, comment nos ancêtres vivaient-ils le passé des Béné Israël? Nous ne le savons pas vraiment. Nous ne le savons pas vraiment. Moi, je remarque, mais c'est peut-être, j'ai peut-être tort d'appuyer là-dessus, mais voyez-vous, chaque fois que nous retrouvons dans la Bible, Vayitz'aku, que les Béné Israël ont lancé un cri. Nous avons Vayitz'aku el Hashem, Vayitz'aku el Adonai. Mais la première fois où, par désespoir, les Béné Israël, souffrant terriblement, crient, il est écrit Vayitz'aku. Ils n'ont même pas crié vers Dieu. Ils ont crié. Et c'est là que la Torah dit, mais ce cri est parvenu jusqu'à Dieu. Mais eux n'ont pas crié jusqu'à Dieu. C'est en tout cas ce que je remarque. Est-ce que se rappeler la terre ancestrale? Comment est-ce que le jeune Moshe a été éduqué par sa mère nourrice? Il était là chez sa mère, et c'est là qu'il a appris qu'il était Yehudi, qu'il était ivri. Et nous avons ce passage extraordinaire où il est écrit, Yosef est allé vers ses frères. Ce jeune prince d'Égypte est sorti, a quitté la cour. Non, il est allé vers ses frères. Donc il a eu là-bas, auprès de sa mère, et c'est des livres à écrire. Je remarque que Moshe est un mot égyptien, c'est normal, c'est la princesse d'Égypte qui l'a appelé ainsi, mais que les enfants de Moshe, le nom que Moshe va donner, c'est Ephraïm et Menaché. Ce sont des mots hébreux. Et à la rencontre au Sné, pardon, je vais dire des bêtises? Excusez-moi, bien sûr. Hein? Voilà, mais ça, vous me retrouverez encore avec des fautes comme ça. Voilà. Alors, ce que je veux dire, oui, c'est qu'au buisson ardent, n'est-ce pas? La voix qui s'adresse à Moshe va lui annoncer trois choses. Il va lui annoncer la libération du peuple. Il va lui apprendre la destinée. Le peuple, je vais le libérer pour le conduire jusque, j'abrège, en Eretz Israël, et via le Sinaï. Parce que lorsque vous serez au Sinaï, c'est le signe qui se réalisera, etc., etc. Nous retrouvons donc là, cette triade de ce matin, Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. Et cette triade apparaît pour la première fois dans le Zohar. Alors, le Zohar est une lecture qui ne m'est pas familière. Je pense que le rabbin Chaim Dinovitz, tout à l'heure, pourra développer s'il le veut. Mais ces trois éléments sont attachés, imbriqués l'un à l'autre, interdépendants l'un de l'autre. Am Israël est revenu sur sa terre. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot. Parce que la réalisation des promesses prophétiques
Est-ce que notre retour ici sur notre terre est une garantie de la pérennité du peuple d'Israël? Je dirais que nous sommes plutôt en présence d'une SARL, d'une société à responsabilité limitée. Les risques, nous les connaissons tous. Les risques militaires, la situation politique, internationale, l'islam, tout ce que vous voulez. Mais je voudrais, puisque nous parlons de l'avenir du peuple, de la présence du peuple, je voudrais parler de 2 risques. Il y en a un qui est le risque Haredi. Je pense que les Haredim doivent s'exprimer comme ils le font. Je pense que les plus extrémistes des Haredim ont le droit de s'exprimer comme ils le font, mais que les dirigeants du monde Haredim, que ce soit les dynasties chassidiques ou certaines sectes chassidiques, que ce soit les dirigeants religieux de ce pays, doivent condamner l'extrémisme. Il doit pouvoir s'exprimer, mais il doit être condamné par ceux qui sont les dirigeants religieux de ce pays. Le deuxième risque que nous avons, c'est le risque messianique. Messianique. Cette idée magnifique de Mashiach, c'est pas aïe 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 Mashiach, 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 c'est pas ça. C'est claironné à toutes les voies et nous avons des gens qui sont pris par cet élan messianique et qui vont dire cet élan messianique doit dépasser tout. Et c'est là que nous avons ce qu'on appelle les jeunes gens des Gevaot, qui n'écoutent personne et qui estiment que c'est uniquement l'espérance messianique, et d'autres, combien d'autres, qui refusent d'envisager une solution raisonnable de nos problèmes parce que c'est le Mashiach qui va s'en charger. Le Mashiach ne se chargera de rien du tout. Le Mashiach voudra bien venir, espérons-nous-le, ou nous le pensons d'une foi parfaite, lorsque nous aurons résolu nos problèmes. Parmi les dangers qui guettent encore, nous avons certainement le laxisme, nous avons la division scolaire, qui font que les enfants datim, ce qu'on appelle datim, et l'odatim ne se réunissent jamais. Nous avons la division récréative par l'absence d'une journée de loisirs commune qui fait encore une fois que le Shabbat, à toutes les manifestations du Shabbat, eh bien les Juifs qui observent le Shabbat ne peuvent participer. Lévinas parlait des Juifs sans pratique et il disait les Juifs sans pratique, scandale des âmes pieuses. Ces Juifs qui se croient athées, eh bien, ils restent Juifs tout de même. Mais, dit-il, pour combien de temps encore? Il dirait que Lévinas vivait en France et qu'ici, en Israël, la situation est différente. Je veux quand même lire un tout petit passage de Yeshayahu Leibovitz. Il parle de la constatation d'un fait historique et empirique qu'on ne peut modifier, quelle qu'en soit la perception positive ou négative. Le peuple juif en tant qu'entité historique spécifique dans sa continuité et que nous voulons maintenir dans la durée, c'est en italique, et non seulement cultiver comme une vue de l'esprit,
n'a perduré pendant plus de 30 siècles qu'en tant que porteur et support de la foi juive et n'a jamais eu d'autre incarnation concrète que dans l'exercice de cette foi. Durant ces 30 siècles, il n'a jamais pu se prévaloir que d'une seule création, d'une seule œuvre, la seule dont il puisse tirer son substrat culturel et spirituel dans le présent, la religion dans sa révélation juive, la halakha, système codifié et structuré qui engage celui qui l'adopte, mode de vie imposé par la Torah et en son nom, à l'individu et à la collectivité. Bon, Leibowitz n'arrondissait pas les angles, nous le savons bien, mais au moins, ce texte doit-il nous servir d'inspiration. Je voudrais terminer en posant une question. Est-ce qu'on peut abandonner le peuple juif? Est-ce qu'on peut quitter le peuple juif, dire non, je n'appartiens plus au peuple juif? Et en religion juive, c'était possible. Il suffisait de se convertir. Mais la halakha disait non, vous ne pouvez pas, vous êtes toujours juif. Et alors nous avons assisté à tant et tant de conversions. Parce que la société se fermait à ceux qui étaient juifs et par conséquent, il y a donc eu des gens qui se sont convertis, mais ils continuaient à faire partie du peuple juif. Peut-être l'exemple le plus touchant est celui de Heine. N'est-ce pas? Bon, je ne vais pas prolonger là, mais je voudrais parler d'une personne qui s'est convertie, qui a quitté le peuple juif. C'est un cas extrémiste, mais il me semble qu'on mérite qu'on en parle. Cet homme s'appelait Fritz Haber. C'était un prix Nobel de chimie. C'était un Allemand. Et il est né en 1868. En 1893, pour faire carrière, il a quitté le judaïsme pour devenir luthérien. Il s'est marié bien avant. Non, il s'est marié après. Ou avant, je ne sais plus. Il s'est marié avec Clara Immerwahr, qui était une juive. Un amour de jeunesse. Mais ils n'ont pas pu se marier au début par opposition des parents. Et elle aussi, sous son influence, s'est convertie. Je vous ai dit qu'il était prix Nobel de chimie, donc vous voyez que ce n'était pas n'importe qui. Début de la guerre 1914, il a d'emblée signé un manifeste qu'on appelle le manifeste des 93. Et nous voyons que là, il assume immédiatement en tant que citoyen allemand la responsabilité pleine et entière de tout ce qui peut se produire comme crime de guerre. En disant non, ce ne sont pas des crimes de guerre. Et donc, en qualité de représentant de la science et de l'art allemand, nous, soussignés, protestons solennellement devant le monde civilisé contre les mensonges et les calomnies dont nos ennemis tentent de salir la juste et noble cause de l'Allemagne. Non, on ne va pas faire l'histoire de 14-18. Mais je relève en dernier, parce qu'on en a parlé tellement à propos de la guerre de 39-40, à propos du nazisme. Il a dit la chose, le manifeste donc des 93 dit « Croyez-nous, croyez que dans cette lutte, nous irons jusqu'au bout, en peuple civilisé, en peuple auquel l'héritage d'un Goethe, d'un Beethoven et d'un Kant est aussi sacré que son sol et son foyer.
Nous vous en répondons sur notre nom et sur notre honneur. Et nous savons très bien que ce que par la suite, comment l'honneur allemand a considéré ce rappel de son honneur passé. Fritz Haber, qui a obtenu, je le répète, le prix Nobel de 1918, qui a été décerné en 1920, eh bien, elle n'a pas eu ce prix Nobel, il a eu ce prix Nobel, mais avec la protestation des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, une protestation tout à fait justifiée, alors que son prix Nobel ne l'était en aucune manière, parce que c'est Fritz Haber qui, à Hyper, en Belgique, et vous voyez hyperite, a inventé le gazage, le gaz de combat. Et sa femme ne l'a pas supporté. Sa femme l'a mise en garde. Mais lui disait, non, mon peuple allemand, je vais assurer la victoire de mon peuple allemand et j'irai aussi loin que possible pour le peuple allemand. Il disait d'ailleurs, je comprends que la question puisse se poser, est-ce que la mort par gazage est pire que la mort par obus, etc. Non. Mais on ne va pas, là encore une fois, ouvrir un débat. Mais il était quand même juste que je le dise. Bon, le nom d'Haber est associé à ce qu'on appelle la constante de Haber. Je pense que c'est terrible de se dire qu'il y a une constante qui porte ce nom, la constante de Haber, qui est de savoir quel est le poids de gaz en milligrammes par mètre cube était le temps d'exposition en minutes, grâce à quoi une dose mortelle de gaz peut être utilisée. N'est-ce pas? C'est ça la constante de Haber. Et Haber, quand Hitler va arriver au pouvoir, eh bien, il s'apercevra tout à coup que c'est fini. Il laisse toute sa fortune, il est obligé de laisser toute sa fortune en attendant en Allemagne. Il va en Suisse, il est en Suisse, et le 29 janvier 1934, il rencontre Chaim Weizmann. Chaim Weizmann qui va lui proposer de diriger l'institut qui va porter le nom de Weizmann. Et Chaim Weizmann, dans ses souvenirs, dit que Haber est venu le voir et lui a dit, c'est une traduction un peu libre que j'ai faite à la hâte, ne m'en voulez pas. Tel que je suis, j'ai été l'un des hommes véritablement puissants en Allemagne. Plus qu'un grand stratège, plus qu'un chef d'entreprise, j'ai fondé des entreprises. Mon travail a été d'une grande importance pour le développement économique et militaire de l'Allemagne. Toutes les portes m'étaient ouvertes. Pourtant, la position que j'ai acquise là-bas, avec tout son prestige, ne compte pour rien par rapport à la vôtre. Vous ne réalisez rien en puisant dans les richesses existantes. Vous réalisez tout à partir de rien dans un pays dépourvu de tout. Vous vous efforcez de faire reconnaître l'honneur d'un peuple délabré et abandonné. Je pense que vous réussirez. Au terme de ma vie, je considère que j'ai fait faillite. Quand je ne serai plus et que mon nom sera oublié, votre œuvre se dressera avec gloire dans la longue histoire de notre nation. Et Fritz Haber s'en va, il rejoint son hôtel et il meurt cette nuit-là. Voilà, c'est fini.